Let's do it. Incroyable, j'ai récupéré un petit peu de ma voix. En tout cas, merci pour vos messages de soutien hier. Aujourd'hui, on va parler d'une relation au cœur des BRICS et d'un revers pour Bolloré. Allez, c'est parti. On dirait bien que les relations commerciales et diplomatiques entre l'Inde et la Chine reprennent petit pas par petit pas. Et tout ça après quasi 5 ans de rupture après les affrontements à la frontière himalayenne en 2020. Et une réconciliation entre les deux géants, ça changerait l'équilibre des forces dans les BRICS et aussi d'une manière générale dans le monde. Alors on va s'y intéresser un peu plus en détail. Après les affrontements de 2020, le gouvernement indien a empêché les entreprises chinoises d'investir dans le pays, a interdit des centaines d'applications dont TikTok et a supprimé des lignes de vol entre les deux pays. Bon, même s'il y a quelques vols de fret direct qui ont continué, les échanges étaient quasi interrompus. C'est que depuis tout récemment que les relations s'améliorent un peu, notamment depuis octobre 2024, où Xi Jinping et Narendra Modi ont pu se voir lors d'une réunion bilatérale en Russie, en marge d'une réunion des BRICS. Ils se sont notamment mis d'accord pour retirer leurs patrouilles respectives le long de la ligne de la frontière. Et à nouveau, là, en janvier 2025, avec une réunion à Beijing entre un diplomate indien et le gouvernement chinois. Bon, en fait, ces rapprochements, ils sont surtout liés aux pressions des communautés des affaires indiennes qui ont fait pression sur le gouvernement indien pour qu'il lève les restrictions visant la Chine. Bon, d'après Bloomberg, l'idée d'un rapprochement avec l'État chinois s'est imposée dans les cercles du pouvoir à Delhi quand le chef économiste du gouvernement a expliqué que l'Inde avait besoin des investissements chinois pour devenir un hub manufacturier mondial, une des priorités fixées par Narendra Modi. Bon, donc pour les relations des grands amis ennemis qui se radoucissent, faut quand même dire merci à un contexte économique un peu mou, ralentissant la croissance chinoise et indienne aux menaces commerciales de Trump. Le président états-unien a prévenu qu'il allait imposer des tarifs à la Chine, et l'Inde est un grand marché d'exportation pour la Chine. Tandis que l'économie indienne a besoin de l'expertise, des composants et des machines chinoises pour qu'ils alimentent les exportations et l'économie indienne, qui atteint plus ses sommets stratosphériques de croissance comme avant. Mais en fait, cette réunion, elle sanctifie des rapports qui se sont déjà modifiés de fait ces derniers mois. Les échanges bilatéraux entre l'Inde et la Chine ont augmenté de 4% et atteignent les 188,40 milliards de dollars entre mars 2023 et mars 2024. Bon, ça dit, c'est pas la fin de la concurrence entre les deux pays, surtout qu'ils sont tous les deux pas positionnés pareil du tout dans l'échiquier géopolitique. L'État indien, il a stimulé ses liens de défense avec des pays européens tels que la France, l'Allemagne, l'Espagne, et a élargi ses alliances navales en Asie du Sud-Est. Alors évidemment, il y a de quoi inquiéter l'État chinois pour son libre passage dans l'océan, qui est d'ailleurs la raison des tensions autour du Taïwan. Qui plus est, ces dernières années, l'État indien en bon état pirate, qui joue sur tous les tableaux, s'est aussi rapproché des États-Unis dans un dialogue quadrilatéral sur la sécurité qui comprend aussi l'Australie et le Japon. Et le but de ce groupement, c'est de surtout maintenir l'État chinois à distance et d'empêcher les petits pays de tomber dans le piège de la dette de Pékin. Bon, de même, pour contrer l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, l'État indien a aussi rejoint des projets d'infrastructures alternatifs comme les infrastructures mondiales du G20 et le corridor économique Inde, Moyen-Orient, Europe. Et malgré le récent dégel, les relations entre l'Inde et la Chine devraient rester tumultueuses en 2025 à cause de leurs intérêts géopolitiques divergents et de l'évolution de la dynamique des pouvoirs régionaux. Donc tout n'est pas rose entre les pays des BRICS et on est encore loin d'une coopération unifiée et coordonnée entre les deux pays. On passe à une autre info et vous avez dû voir ça passer. Bref, saison 2 sort le 14 février sur Disney+, alors que c'était un énorme succès de Canal+. Bon, en plus, dès le mois de juin, Canal+ ne sera plus diffusé sur le canal 4 de la télé. C'est quand même historique et c'est peut-être une des dernières décisions de la direction actuelle parce qu'en fait, le groupe Canal n'est jamais allé aussi mal. Bon, on vous explique ça. Au départ, Canal+, c'est une chaîne payante créée en 1984 et destinée aux gens qui voulaient voir du sport en exclusivité et du cinéma en avance. Bon, en échange de ces avantages de diffusion, les gens y paient un abonnement et Canal+ avait pour obligation de financer ces domaines, donc les sports et le cinéma français. Depuis 2014, la chaîne devient le groupe Canal+, racheté par Vivendi, la boîte de Bolloré. Démarre alors l'ère Bolloré, qu'on appelle aussi l'ère Saada, du nom de l'homme de main qui a été mis à la tête de la boîte. Le gars va quand même supprimer 500 postes, casser iTélé, y caser le délinquant sexuel Morandini, supprimer les Guignols, virer des humoristes qui osent faire une parodie de Pascal Praud, mais réussir
réussi en 2019 à signer un deal avec Netflix, Disney+, et plein de plateformes pour avoir l'offre de diffusion la plus complète et la moins chère du marché. L'an dernier, les amendes et rappels à la loi infligés à CNews et à C8 ont conduit l'Arcom, l'autorité de régulation, à décider de fermer C8. Et le groupe Canal, pour se venger de l'Arcom, a décidé de déménager Canal+ de son canal historique. Le canal 4 de la télévision passera donc en juin à France 4, une chaîne publique et gratuite. Le problème, c'est de savoir si le groupe avait les moyens de perdre cette vitrine. Parce que depuis quelques années, les audiences sont en berne et le groupe accuse plusieurs dizaines de millions d'euros de déficit quand même. En 2020, Canal+ perd les droits de diffusion de la Ligue 1 de football, ce qui est une perte significative pour leurs abonnés fans de sport. Et en 2021, ils cessent leur partenariat avec le Festival de Cannes, ce qui est un drame pour leurs abonnés fans de cinéma. Et en été 2023, on a appris que les pertes de Canal+ étaient de plus de 25 millions d'euros par an, quand même. Et l'an dernier, le deal avec Disney+ a sauté, alors même que la présence de la plateforme était un argument de vente hyper important pour l'offre Canal. Bon, malgré ça, le 16 décembre, Vivendi a été coupé en 3 et donc Canal+ est entré en bourse à Londres. Et vous savez quoi? En quelques jours, l'action a perdu 20% de sa valeur et elle continue à baisser encore maintenant là. Plus personne n'a confiance en Canal+ version Bolloré. Alors ça obligera forcément le groupe à prendre certaines décisions. Et comme la mode en ce moment pour redonner confiance aux actionnaires, c'est de virer des gens, eh bien attendez-vous à entendre parler bientôt d'un plan de licenciement. Mais si l'action continue à chuter, il est même possible qu'un groupe d'investisseurs se décide à acheter en masse des actions et à rendre Bolloré minoritaire. Bon, après, est-ce que ça changerait grand-chose? De toute façon, ces chaînes sont possédées par des milliardaires et des fonds d'investissement qui n'ont en tête que la rentabilité et la propagande de leur modèle actionnarial. Voilà, autant dire qu'on n'est pas prêt de revoir le Canal+ de la belle époque. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est déjà la fin de cette actu réfractaire qui a été écrite par Debbie et Emmerich et montée par Pixel. Et si elle vous a plu, eh bien, pensez à vous abonner pour voir la prochaine qui sortira demain à la même heure, présentée par Yoann cette fois. Moi, je vais aller me soigner. Allez, ciao!